Bien, je pense qu'il est temps de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas Marc Mossé. Pour celles et ceux qui le connaissent et qui me connaissent, ils ont bien dû s'en rendre compte. Marc doit modérer cette table ronde. Il y a eu un problème de train. D'après mes informations, il est sur un scooter, taxi bien sûr, qui est en train de l'amener ici. Donc en attendant que Marc arrive, c'est moi qui vais commencer l'animation. Et puis dès que Marc arrivera, il reprendra la main, comme c'était prévu. Donc j'ai le plaisir pour cette table ronde dont vous voyez l'intitulé à l'écran. En réalité, on va plus parler de pratique du droit augmenté dans les métiers du droit que de justice augmentée au sens strict du terme. Donc j'ai le plaisir de vous présenter à ma gauche Alexia Delahousse. Donc Alexia est vice-présidente du service juridique de Conto. Elle supervise l'ensemble des sujets de régulation, de relations publiques et apporte à tous les collaborateurs son expertise en matière juridique, de la contractualisation à la gestion des contentieux. Avant de rejoindre Conto, Alexia a travaillé en tant qu'avocate chez Ledger, qui est un acteur du Web 3, fournisseur de solutions crypto et de blockchain. Et avant Ledger, il y a eu aussi une vie avant Ledger, Alexia a été avocate chez Descartes LLP en qualité de senior associate, en droit des sociétés, valeurs mobilières, en M&A, et ensuite qualité d'associé chez Baker McKenzie. J'ai rien oublié? Bon, super. À ma toute droite, donc Thomas Dautieux. Thomas est directeur adjoint de la conformité à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est pas ça? Non, c'est marqué. Je suis directeur de l'accompagnement juridique. Pardon, excusez-moi. Donc, directeur de l'accompagnement juridique. Alors, je lis plus ce qu'il y a écrit sur ce qu'on m'a envoyé parce que. Donc, directeur de l'accompagnement juridique de la CNIL. Exactement. Voilà. En charge plus spécifiquement des secteurs économiques et de la santé. C'est pas vrai non plus. C'était vrai il y a quelques années, mais c'est plus vrai. Donc, je pense que je vais pas lire la suite. Voilà, je suis juste directeur de l'accompagnement juridique à la CNIL. C'est pas mal déjà. Donc, je passe la suite. Merci d'avoir rectifié, désolé. Et puis Christina Lunghi, donc, qui est docteur en droit européen, experte internationale sur les questions d'égalité professionnelle à travers l'association Arborus, qu'elle a fondée en 1995. C'est une ONG qui a pour objet la promotion des femmes aux postes décisionnels. Dans ce cadre, elle travaille en lien avec les entreprises et les pouvoirs publics afin de les aider à prendre en compte la réalité du monde du travail dans les divers dispositifs législatifs ou normatifs sur la question de l'égalité femmes-hommes et plus largement de l'égalité des chances. Pas d'erreur dans ce... Ouf. Donc désolé, c'est tombé sur vous. Je suis vraiment confus. Donc, pour commencer cette table ronde, on va tous vous partager un petit peu quelques premiers points de vue en fonction justement des postes d'observation et d'action que nous avons les uns et les autres. Et puis quand Marc arrivera, ce que j'espère, pour qu'il puisse vraiment modérer cette table ronde, en tout cas l'animer, parce que je pense qu'elle va se modérer toute seule, on pourra rebondir les uns et les autres sur ce qu'on a dit, et puis je crois qu'il y aura aussi un temps de prévu pour que vous puissiez intervenir et poser des questions. Alors moi, je voudrais commencer par le point suivant, c'est de se demander finalement si on veut que l'IA ou les IA ou les logiciels embarquant de l'IA, notamment de l'IA générative, puissent être bien reçus et bien intégrés dans l'écosystème juridique et en partie dans les métiers du droit, il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Ça renverra peut-être tout à l'heure à des points qu'on pourra aborder sur les compétences. En réalité, l'IA ou les IA, ce sont quoi ou c'est quoi? C'est à la fois des modèles mathématiques, de la linguistique, bien évidemment de la donnée, du transfert de signal, de l'infrastructure informatique, des systèmes d'information, et puis, j'ai même envie de dire, en tout cas, peut-être surtout, en tout cas c'est un point qui est très important, pour les avocats, pour les directions juridiques et plus généralement pour les métiers du droit, c'est du logiciel. C'est du logiciel qui va venir s'intégrer dans les process de la chaîne de valeur des équipes juridiques, qu'elles soient là encore en cabinet, en entreprise, en direction juridique, en compliance ou ailleurs, qui s'ajoute donc à d'autres process, puisqu'on sait tous que une entreprise, ça n'est jamais rien d'autre, en plus des femmes et des hommes qui la composent, bien sûr, qu'un ensemble de process organisés d'une certaine manière,
dans une chaîne de valeur qui a bien pour but de dégager de la valeur en bout de chaîne, que ce soit de la valeur économique, de la valeur stratégique ou de la valeur réputationnelle. Deuxième remarque rapide, c'est qu'aujourd'hui, dans les métiers du droit en tout cas, l'IA ou les IA que l'on trouve, on peut considérer que c'est de l'IA dite faible. Alors faible, ça ne veut pas dire qu'elle est de mauvaise qualité, ça veut dire qu'elle adresse une tâche ou un groupe de tâches spécifiques. Donc quand on lit ou quand on entend que certaines solutions d'IA, en réalité, permettraient de répondre à toutes les questions et toutes les tâches ou toutes les missions des équipes juridiques, bon, c'est évidemment inexact, parce que cette IA est faible. Parfois même, on parle d'IA alors qu'il s'agit de logiciels experts. Bon, de mon point de vue, ce n'est pas un problème si le logiciel expert remplit parfaitement sa fonction, à savoir celle d'améliorer une pratique, de la rendre plus opérationnelle, plus performante, plus efficiente ou plus efficace. Ça, c'était une deuxième remarque que je voulais faire. Alors, à partir de là, si on veut que ces logiciels embarquant de l'IA, notamment de l'IA générative, puissent bien s'intégrer dans ces chaînes de valeur et puis améliorer pour des équipes, pour des juristes ou des avocats à titre individuel, leur efficience, leur efficacité, et puis, je le répète en bout de chaîne, leur effectivité, c'est-à-dire créer cette valeur, est-ce qu'il y a des conditions à remplir, des recommandations à faire? Bon, première chose, c'est avoir une parfaite conscience de son modèle de production, de son modèle de distribution, et donc, je le redis, de sa chaîne de valeur. Et quand on ne l'a pas matérialisé, formalisé, je pense que c'est une invitation qu'on peut donner aux équipes juridiques, quelle que soit la structure dans laquelle elles exercent, de se livrer à cet exercice. Autrement dit, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir espérer améliorer certaines tâches et certaines fonctions dans une équipe juridique? Ça peut être compliqué si on n'a pas justement bien défini sa chaîne de valeur. Deuxième remarque, c'est de réfléchir en termes de cas d'usage en se mettant vraiment dans une logique d'innovation incrémentale. Alors je rappelle que l'innovation incrémentale, c'est tout sauf le projet, vous me permettrez le terme, gargantuesque de transformation à long terme, j'ose même plus dire très long terme parce que c'est pareil que ça ne se dit plus, mais voilà, qu'on n'aboutira peut-être jamais parce que, de par la technologie et l'évolution rapide, on le sait tous, on va devoir pivoter très fréquemment, ça requiert de l'agilité. Donc l'innovation incrémentale, c'est quoi? C'est partir sur des projets pilotes, le faire avec des champions internes ou des championnes internes, se mettre dans une posture de mode projet, de gestion de projet, je pense qu'on va en reparler dans quelques instants, tester, apprendre, corriger, partager, et puis si ça fonctionne, pourquoi pas dupliquer sur un deuxième projet pilote, et ça, on l'incrémente, c'est vraiment une stratégie pas à pas, de petits pas, d'autant plus importante qu'on est dans le domaine, je prends le mot au sens large, technologique, et qui demande beaucoup d'agilité. Alors sur les cas d'usage, faire une distinction rapide très simple, on peut considérer qu'il y a des cas d'usage qui sont, en termes de risque, anodins, qui sont peu porteurs de risques, et en termes de données, de confidentialité de données, et par rapport aux clients. Et puis il y a des cas d'usage qui peuvent être plus porteurs de risques, notamment pour des raisons de confidentialité des données. On va en reparler d'anonymisation avec le directeur de la CNIL ici présent. Ce qui évidemment interpelle les avocats qui sont tenus par, en particulier, leurs obligations déontologiques, qui interpelle aussi les juristes d'entreprise parce qu'ils sont tenus par leur contrat de travail, les obligations inhérentes à leur contrat de travail. Et puis, alors là on est vraiment dans la soft law, mais elle est loin d'être négligeable. Pour celles et ceux qui ont adhéré au code de déontologie de la FJE, être tenus aussi par leur déontologie de juriste d'entreprise. Alors sur les cas d'usage, quand je dis anodin, là encore, c'est en termes de risque, on peut observer un certain nombre de choses dans comment être capable, dans son agenda, dans l'allocation du temps et des ressources dans une équipe, de mieux mesurer à quoi ce temps est dédié, pour produire quoi, à quel coût.
Et évidemment, si on a une équipe volumineuse, si vous me permettez le terme, avec donc des données conséquentes, utiliser de l'IA pour mieux analyser cette information et mieux connaître sa structure d'allocation des tâches et de production, ça peut être pertinent. Deuxième cas d'usage, là encore que je qualifie d'anodin, sur sa substance juridique. Ce n'est pas un cas d'usage juridique dans la substance. Ça va être pour, par exemple, eh bien, faire de l'idéation. On n'est pas toujours à côté de ses confrères, de ses consoeurs, de ses collègues pour réfléchir, échanger, faire un petit peu, comme on dit en anglais, de brainstorming. Vous avez aujourd'hui des solutions embarquant l'IA générative qui peuvent être intéressantes dans l'idéation, peu à risque parce qu'il ne s'agit pas d'aller implémenter quoi que ce soit auprès de ses clients, mais ça permet de réfléchir et d'échanger, non pas avec une machine, mais d'échanger avec des millions de personnes peut-être ou des centaines de juristes auparavant qui ont contribué à donner des données. Troisième exemple, la facturation. Mieux connaître son pricing, mieux connaître sa chaîne de facturation, mieux connaître ses délais de paiement, en faire une analyse plus approfondie, en faire peut-être, pourquoi pas, des prévisions dans sa facturation. Autre exemple, si on veut être en capacité d'échanger plus vite avec ses clients internes ou externes, sur des sujets bien standardisés, bien balisés, et dont les risques sont, alors parfaitement, c'est jamais parfait, mais en tout cas très fortement circonscrits, là aussi, vous allez pouvoir trouver sur le marché, aujourd'hui ou demain, des logiciels embarquant de l'IA générative qui vont vous permettre d'attaquer cette tâche-là. Dans les cas d'usage plus à risque, donc moins anodins, vous avez tout ce qui va toucher à l'analyse contractuelle, le reviewing de contrats dans une large base de contrats, chercher des occurrences, chercher des anomalies, faire de la composition de clauses à partir de modèles différents. Alors ça, évidemment, c'est plus porteur de risque parce qu'on parle de données, des données qui doivent être anonymisées. Généralement, ça va être des données clients. Bon. Autre exemple, la recherche juridique, qu'elle soit législative, réglementaire, au sens large du terme. Autre exemple de cas d'usage loin d'être anodin sur sa substance juridique, les calculs de probabilité sur des décisions judiciaires. Autre exemple, sur les due diligence. Donc, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert comme ça, à non plus finir, ça va être barbant, mais je dis ça pour insister sur une chose, on est bien dans une logique de principe de spécialité. C'est-à-dire que chaque outil, même si j'aime pas trop personnellement le terme outil, mais chaque solution que vous allez trouver sur le marché, concevoir en interne, co-concevoir dans vos équipes juridiques respectives, elles vont correspondre à une tâche et un objectif particulier. Et peut-être que sur un deuxième objectif, vous allez aller chercher une solution différente parce que plus adaptée, parce qu'elle a été spécifiquement entraînée dans cet objectif-là, avec des données qui sont parfaitement qualifiées au regard de l'objectif, et pas un puits sans fond, bon, j'exagère un peu, mais à peine un puits sans fond de données, qui ne sont pas forcément bien qualifiées, qu'on n'a pas forcément spécifiquement réentraînées. Bon courage pour que ça puisse répondre à une tâche spécifique. Voilà, donc ça, c'était un point sur lequel je voulais un petit peu insister. De ce que je peux voir aujourd'hui sur le marché, les acteurs avec qui on échange, que ce soit des cabinets d'avocats, que ce soit des directions juridiques, que ce soit des entreprises de la tech, dites legal tech, alors je ne vais pas faire toute la liste, mais un certain nombre sont présentes ici, qui sont soit des éditeurs juridiques historiques, soit des éditeurs tech, legal tech historiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas arrivés hier. Soit des acteurs plus nouveaux et qui adressent une verticale métier spécifique. Alors vous avez Septéo, vous avez Predictive, vous avez Doctrine, vous avez les historiques comme LexisNexis, Wolters Kluwer, pardon, l'AMI, Gemini sur les toutes jeunes startups. Face à ce marché-là, vous avez plusieurs possibilités. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'aller chercher sur chaque cas d'usage que vous avez identifié la solution technologique qui vous convient le mieux.
avec un certain nombre d'éléments indispensables qu'on va, je pense, réaborder après, sur l'anonymisation, sur la confidentialité des données, sur la sécurité des serveurs sur lesquels les données vont être stockées. Il y a comme ça une vraie grille d'analyse des risques à réaliser. Vous avez certains cabinets, certaines directions juridiques aussi, c'est plus rare, mais il y en a, je pense que ça va se développer, qui ont développé leur propre logiciel interne pour répondre à une tâche particulière. Je pense par exemple à Clery Gottlieb avec Clearix, ce qu'est en train de faire Lexing si on prend un cabinet français. Vous avez, je vous le disais, d'autres équipes juridiques qui vont chercher des solutions existantes, éditeurs, parfois qui les co-développent avec l'éditeur, comme ce qu'ont fait Baker McKenzie ou Reed Smith avec Lexis pour la solution Lexis AI. Vous avez aussi d'autres équipes juridiques qui travaillent avec des acteurs nouveaux pour répondre à un besoin spécifique et qui vont construire des pilotes et des copilotes. Je pense avec Gemini, des cabinets comme Gilles, Lucent ou Actance. Et puis, vous avez, et je pense que ce sera le cas le plus fréquent, des équipes juridiques qui vont avoir une approche composite en se disant quelles sont, j'insiste vraiment là-dessus, les solutions existantes et les logiciels, parce qu'une fois de plus, il s'agit bien de logiciels à l'arrivée, qu'on va peut-être devoir interfacer avec d'autres logiciels, donc ce qui pose pour le marché la question des API, ça va être une question clé, c'est comment dans une équipe juridique on fait interagir différents logiciels sur des bases de données qui peuvent être différentes, mais pour répondre à des besoins métiers complémentaires qui sont ceux de la direction juridique ou du cabinet. Voilà, ça va être cette approche composite. Je terminerai par une dernière chose. C'est que je pense que ce qui va faire le succès de cette intégration dans la chaîne de valeur des équipes juridiques, de logiciels embarquant de l'IA, voire de l'IA générative, c'est la combinaison de trois choses. C'est la vision, c'est-à-dire quelle vision on a pour demain de la direction juridique ou du cabinet d'avocats souhaité, en tout cas celle que l'on souhaite, qu'est-ce qu'on a comme vision. Deuxièmement, évidemment, c'est la technologie. Ce qui pose aussi des questions de budget, je n'ai pas besoin de moi pour le savoir, ce qui peut poser aussi la question du renforcement de la fracture numérique, puisque tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde ne peut pas s'équiper de la même manière. Et je pense qu'il y a de vrais enjeux à la fois sur l'open source et à la fois sur la mutualisation des moyens quand on est une petite équipe, un petit cabinet. Quand je dis petit cabinet, j'entends bien le nombre d'avocats et la voilure qu'on peut avoir, ou une petite direction juridique, même remarque. Et puis troisième chose, j'en terminerai là-dessus, je pense que ça restera de toute façon le plus important. Quand on lit rapport de Goldman Sachs, dans 3 ans, 40% des métiers juridiques auront disparu, je ne sais pas d'où ils sortent ça, de quelle étude scientifique, de quelle boule de cristal, de quelle prédiction. Qu'il y ait peut-être X% des tâches qui vont être automatisées, ça c'est un fait, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'un métier intégralement peut être automatisé? La réponse elle est non, parce que je sais que la CNIL en particulier y sera attentive. Il y a cette obligation de garder l'humain dans la boucle, hein. On dit en anglais « human in the loop », et en particulier, si on est avocat ou juriste d'entreprise, de vérifier la qualité et la véracité des réponses ou des résultats hein, suite à des inférences et aux instructions qu'on a pu poser à un logiciel. Il y a cette responsabilité-là. De toute façon, on y sera tenu par le code de déontologie, ça me paraît très clair. Les clients seront en attente. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je crois que c'était la semaine dernière, le barreau de Californie a sorti des lignes directrices à destination de tous les avocats du barreau californien. Alors on peut s'inspirer ou pas. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement ahuri ou abruti, vu le haut niveau d'infusion de la tech là-bas, puis la qualité globale des avocats et des juristes qui y travaillent. La recommandation forte faite d'informer son client si on a utilisé un logiciel d'intelligence intégrant l'intelligence artificielle, de voir si ce n'est pas contraire aux attentes et aux guidelines internes du client. Je vous invite à la regarder, c'est assez intéressant. Et justement, sur les talents, et j'en termine, l'obligation
de s'assurer que toutes les équipes sont au bon niveau de compétence, comprennent un minimum ce que c'est que l'intelligence artificielle, comprennent un minimum comment le logiciel, voire un maximum, là, plutôt pour le logiciel, comment le logiciel fonctionne, pour être en capacité d'utiliser les bonnes solutions pour les bonnes tâches au bon endroit dans la chaîne de valeur. Voilà, donc cette combinaison technologie-talent, elle est indispensable. L'automatisation absolue pour toute tâche, surtout sur un marché et des métiers à risque, moi, j'y crois pas un seul instant. Alexia ? Tout à fait, merci Christophe. Alors, avant de passer un peu de temps sur les usages concrets de l'intelligence artificielle chez Conto, je voulais commencer par vraiment rappeler le pouvoir très transformateur de l'intelligence artificielle pour les métiers juridiques. En fait, la profession juridique, que ce soit avocat, notaire, juriste, se prête très bien à accueillir les outils d'intelligence artificielle et à subir une transformation. Je dis subir et ça a l'air un peu négatif, mais en réalité, c'est une transformation qui peut être totalement positive. On a toujours un peu peur avec l'intelligence artificielle. On ne sait pas où, en tant qu'humain, ça va nous mener. Mais ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est que les développements récents de l'intelligence artificielle générative, qu'on connaît surtout avec ChatGPT, ont véritablement précipité dans les entreprises et dans les cabinets d'avocats des réflexions autour de ces usages concrets de l'intelligence artificielle dans nos métiers, suscitant parfois de l'enthousiasme et parfois de l'inquiétude. Et c'est vraiment lié à cette accélération-là. Donc, en fait, l'intelligence artificielle n'est absolument pas nouvelle. Le premier chatbot d'intelligence artificielle a en fait été créé aux États-Unis en 1960 et avait pour objectif de reconstituer une conversation entre un psychothérapeute et un client. Alors évidemment, c'était beaucoup moins rapide qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau. Et pourtant, c'est véritablement depuis quelques mois, depuis l'apparition de ChatGPT dans nos vies, à tous, que dans l'entreprise et les cabinets d'avocats, l'intelligence artificielle générative est venue modifier déjà un peu nos modes de vie et surtout surpris par sa capacité à venir transformer les métiers, y compris les métiers les plus qualifiés. On a souvent pensé, on pense encore que l'intelligence artificielle va venir percuter un certain nombre de métiers qui ne sont pas forcément qualifiés, mais ce n'est pas le cas. En réalité, l'intelligence artificielle va modifier tous les métiers, y compris les métiers de personnes les plus diplômées, comme vous tous, juristes ou avocats. Alors, quelques statistiques pour donner un peu la mesure du phénomène, même si je ne doute pas que vous en avez tout à fait conscience. Ça touche tout le monde, y compris les étudiants. Donc, un étudiant sur 3 utilise ChatGPT pour faire ses devoirs, y compris en fac de droit. Donc, clairement, ça touche déjà les futurs avocats. Selon une étude de l'European Legal Technology Association, 90% des avocats ont au moins une fois déjà utilisé l'intelligence artificielle. Les professionnels du droit sont assez familiers en fait avec l'intelligence artificielle et selon les études, ils ont plutôt un usage déjà un peu mature de cette technologie. 94% y voient quelque chose de très utile pour leur métier. 44% en font un usage hebdomadaire, donc c'est déjà quand même assez répandu. Donc ça, c'est au niveau européen. 60% pensent que ça a déjà transformé leur métier au quotidien. Et 20% pensent qu'en réalité, ça va complètement le changer dans les 2-3 prochaines années et que ce n'est pas encore complètement arrivé dans nos métiers. Donc on voit bien quand même que les perspectives sont très prometteuses, en tout cas en termes de changement. Et dans toutes les entreprises, 100% des dirigeants pensent que l'IA sera important dans la définition de leur stratégie et de leur modèle organisationnel. Donc ça veut bien dire qu'on ne peut véritablement pas échapper à cette question de l'IA. Mais pour autant, elle n'est pas vraiment là pour forcément transformer, ou en tout cas faire disparaître nos métiers. Et j'ai une autre étude, après j'arrête avec les études, mais qui permet de montrer pourquoi en fait ça ne va pas complètement transformer nos métiers. Donc c'est une étude qui a été publiée dans Le Monde assez récemment, faite par Harvard Business School en partenariat avec le BCG, sur la productivité des salariés qui utilisent l'intelligence artificielle générative dans leur métier. Et donc, sans surprise, premier constat,
En général, l'intelligence artificielle permet d'améliorer la performance. On fait plus de tâches, plus rapidement, et en plus, c'est mieux fait. Avec un constat qui, moi, m'a un peu étonnée, avec assez peu de différence entre les gens qui ont été formés à l'usage de ChatGPT et ceux qui n'ont pas été formés. Ce qui montre que finalement, les outils d'intelligence artificielle sont assez intuitifs dans leur usage et qu'il faut de la formation pour limiter notamment les risques, mais d'un point de vue technique, la formation requise est assez limitée. Donc, en général, c'est positif et il y a plus de productivité. Mais dans certains cas, l'utilisation de l'intelligence artificielle est venue détériorer la performance. C'est en fait le cas quand on utilise l'intelligence artificielle pour des usages qui ne sont pas dans le champ de compétences encore aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, c'est quoi le champ de compétences de l'intelligence artificielle? Et de toute façon, il évolue. Mais tout ça pour montrer qu'en fait, il existe tout un tas de tâches, et des tâches de conception, des tâches très stratégiques, qui ne sont pas dans le champ de l'intelligence artificielle. Et lorsqu'on veut utiliser l'intelligence artificielle pour y arriver, en fait, on est moins efficace. Donc tout ça pour montrer en fait que quand on va utiliser l'intelligence artificielle dans nos métiers, il y a deux approches qui sont possibles, mais le 100% intelligence artificielle ne marche pas. En réalité, soit on va séparer les tâches sur lesquelles on travaille entre une partie des tâches que l'on fera avec l'aide de l'intelligence artificielle et on se concentrera sur une autre partie des tâches. Donc il y a une scission totale entre la machine et l'humain en fonction du type de tâche, c'est possible. Soit on fait commencer une tâche par l'intelligence artificielle et on la finit soi-même, ou l'inverse, on commence soi-même une tâche et on la finit grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Et les deux approches sont totalement compatibles. Dans mon équipe, par exemple chez Conto, en fonction des différents usages, parfois on va commencer à utiliser un outil d'intelligence artificielle pour une traduction, par exemple, et il sera revu par une personne de l'équipe plus tard. Pour la revue d'une due diligence, par exemple, là, on va séparer les tâches. On demandera à un outil d'intelligence artificielle de venir classer dans un ordre de priorité ou d'importance les documents. Donc, l'humain ne classe plus les documents, n'ordonne plus les documents. Mais ensuite, les personnes de l'équipe reverront le contenu de ces documents pour identifier les risques juridiques. Donc tout ça pour en fait dire que effectivement l'intelligence artificielle vient transformer nos métiers au quotidien, mais c'est évidemment quelque chose de plutôt complémentaire. Et ce qui est important, c'est de bien définir en interne, dans ces équipes, dans ces entreprises, les contours du bon usage de ces outils d'intelligence artificielle. Et quoi qu'il en soit, l'accélération de ces outils d'intelligence artificielle pose deux vrais défis pour les directions juridiques qui les amènent en fait à devoir se positionner sur des sujets super importants, très stratégiques et centraux, puisque toute direction juridique doit se former aux problématiques juridiques nouvelles qui sont liées aux usages de l'intelligence artificielle, donc des nouveaux champs de compétences, des nouvelles occasions de se positionner sur des sujets dans l'entreprise. Donc moi, j'y vois quelque chose de tout à fait positif. Évidemment, l'objectif du juriste est d'identifier quels sont les risques qui y sont associés. Mais ce que je pense, c'est que c'est très important que le juriste le fasse sans brider l'innovation dans l'entreprise. Et donc, on verra comment le faire. Et le deuxième défi, c'est évidemment ne pas laisser passer le train de l'intelligence artificielle devant nous, surtout dans cette période d'accélération, puisqu'effectivement, il y a énormément de tâches sur lesquelles le gain de productivité peut être absolument considérable. Et le laisser passer, c'est évidemment prendre beaucoup de retard. Merci Alexia. Avant de passer la parole à Thomas Dotio, juste un point sur lequel je pense, enfin j'espère on aura le temps de rebondir. Quand vous évoquiez, Alexia, les jeunes encore en études de droit ou les jeunes collaborateurs ou collaboratrices qui intègrent une équipe juridique, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent sur l'apprentissage dans un process métier, dans un domaine quel qu'il soit, que ce soit du corporate, du M&A ou autre. C'est une question, moi je n'ai pas la réponse aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup de monde l'a. Comment est-ce qu'on va s'assurer si on automatise une partie du process métier, quitte à ce qu'effectivement il y ait une vérification le moment venu?
comment est-ce qu'on va s'assurer que la compréhension du process métier ou du processus métier, elle existe chez la jeune collaboratrice ou le jeune collaborateur qui n'a pas encore peut-être fait, on sait tous comment ça fonctionne, hein, fait ses gammes, fait ses armes, en commençant par le début dans son apprentissage, et a en fait, en réalité, sous-traité une partie de cet apprentissage à un logiciel, quel qu'il soit. Ça, c'est un vrai sujet, je pense, dont on doit tous s'emparer pour savoir où doit se mettre le curseur dans l'apprentissage automatisé, dans l'apprentissage indispensable de la part de l'être humain, si on veut rendre une équipe juridique plus performante. Thomas Dethiau. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses opérationnelles qui ont été dites. Moi, je vous propose un tout petit peu de dézoomer et je vais un peu vous parler de l'appréhension, comment la CNIL appréhende en fait l'intelligence artificielle, et j'essaierai de raccrocher à quelques problématiques d'utilisage d'IA dans les directions juridiques. Alors, j'espère que vous êtes absolument convaincus, je veux dire une évidence, mais la CNIL est un régulateur de l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est une évidence? Parce qu'on sait tous que l'IA, c'est une grande consommatrice de données. C'est une grande consommatrice de données à deux phases. La première phase, c'est lors de la phase d'apprentissage automatique de l'IA. Donc pour que l'IA elle apprenne, il faut lui donner des tas de données. Donc on est face à... Alors ce n'est pas forcément des données à caractère personnel, mais c'est majoritairement des données à caractère personnel. En tous les cas, il y a toujours un petit bout de données à caractère personnel, voire même des très gros bouts de données à caractère personnel. Donc dans la phase d'apprentissage, il y a des données, et dans la phase d'utilisation, on va aussi, une fois qu'il aura été construit, l'algorithme, utiliser des données. Parce que lors des questions qu'on va lui poser, dans les IA génératives, on veut mettre des données à caractère personnel. Dans les documents qu'on va lui demander d'analyser à l'algorithme, il y aura là aussi des données à caractère personnel. Et des fois même, dans la réponse qui est donnée par l'IA, il y a des données à caractère personnel. Alors ça, c'est vrai, je pense, pour une immense majorité d'algorithmes. Alors c'est vrai que si on prend une IA qui est chargé de calculer les trajectoires d'avions dans le ciel. Alors là, on ne va pas vraiment être tombé dans le champ de l'application du RGPD, mais d'une manière générale, on peut dire que 99% des IA tombent dans le champ de régulation du RGPD et donc de la CNIL. Alors, le RGPD, nous, la lecture qu'on en a, c'est qu'on fait deux phases, les deux phases que j'ai reprises en termes d'application des principes sur la protection des données. Il y a deux phases, qui est la phase d'apprentissage et la phase de production. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, j'en parlerai un tout petit peu dans quelques instants, mais pas là. Et nous, notre position à la CNIL, c'est évidemment que les grands principes de la protection des données s'appliquent lors de ces deux phases d'intelligence artificielle. Donc les grands principes, on les connaît tous, c'est le principe de finalité, c'est à quoi va servir mon intelligence artificielle. Le principe de minimisation, alors c'est vrai que quand la CNIL dit ça, que le principe de minimisation doit s'appliquer pour la conception d'algorithmes ou pour l'utilisation d'algorithmes, il y a toujours un tout petit peu d'incrédulité qui passe dans le regard en disant mais comment est-ce que face à des systèmes qui sont extrêmement gourmands en termes de données, on peut appliquer ce principe de minimisation, donc le moins de données possible, ou en tous les cas que des données utiles pour la création de l'algorithme ou pour l'utilisation de l'algorithme. Donc ça, nous, on est convaincus que ce principe, il a à s'appliquer. On a à examiner tous les jours des tas de projets d'algorithmes, notamment dans le domaine médical. Eh bien, on peut minimiser les données de façon à ce que l'algorithme qui va détecter des mélanomes, par exemple, eh bien, il n'a pas à avoir des informations qui ne seraient pas pertinentes, etc. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué pour les IA génératives, évidemment, qui, par définition, sont beaucoup plus vastes. Mais en tous les cas, on cherche à appliquer ce principe dans la logique de protection des données. Et puis je terminerai avec deux grands autres principes qui sont les principes de sécurité et des droits des personnes. Donc celui qui va utiliser, celui qui va concevoir un algorithme parce qu'il aura besoin de données, et celui qui va utiliser un système d'information artificielle, un système d'IA, il va aussi, d'intelligence artificielle, il va lui aussi devoir respecter les grands principes du RGPD. Et puis il y a un élément important, une garantie très importante du RGPD et de la loi informatique liberté, qui est l'interdiction, sauf exception, de prendre des décisions
automatisée. Donc on ne peut pas avoir des décisions qui portent des conséquences juridiques aux personnes de manière automatisée. Il y a des exceptions dans le RGPD, je ne vais pas en revenir, mais en tout cas, c'est un principe extrêmement fort, extrêmement protecteur, principe qui date de 1978, puisque la loi informatique liberté en France date de 78, donc ça fait quand même 45 ans qu'on connaît ça, et c'est là où on voit un peu la modernité de cette régulation qui a maintenant 45 ans. Donc tout ce que je veux vous dire par là, c'est que l'intelligence artificielle, pour la CNIL, ce n'est pas une nouveauté. Et je vais vous en donner deux exemples, et je vais commencer par un angle d'attaque, entre guillemets, de la CNIL, qui est assez peu connu, mais qui est l'angle éthique. Depuis la loi pour la République numérique de 2016, la CNIL a une mission éthique. Alors, ce n'est pas la seule, il y a le Comité consultatif national d'éthique, il y a plein d'autres instances qui se posent la question de l'éthique sur les nouveaux outils numériques, mais la CNIL se l'est posée dès 2017 concernant les algorithmes dans un rapport qui s'appelait « Comment permettre à l'homme de garder la main ?» rapport sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc dès 2017, la CNIL s'est posé un certain nombre de questions. Alors ce rapport, évidemment, il a entre guillemets vieilli parce qu'il s'est passé un certain nombre d'années, mais en même temps, je trouve qu'il est étonnamment moderne dans le sens qu'il a vraiment mis en avant deux principes essentiels en matière d'approche des algorithmes. Et le premier principe extrêmement fort qu'a posé la CNIL, c'est le principe de loyauté. C'est-à-dire qu'un algorithme, une intelligence artificielle, elle va être conçue, utilisée pour faire une certaine tâche. Mais l'idée, c'est de regarder si, quand elle fait cette tâche, elle remplit certes sa mission, mais en même temps, est-ce qu'elle ne porte pas atteinte à des principes un peu plus génériques qui affectent quasiment la communauté dans son ensemble, notamment. Et c'est évidemment, ça renvoie à toute la problématique des biais. Si vous avez un algorithme qui prend un certain nombre de décisions qui peuvent peut-être individuellement se justifier, mais que petit à petit, on a une sorte de dérive avec des biais et que, d'une manière générale, on a des déséquilibres dans la communauté parce qu'un algorithme médical aura tendance à plutôt sélectionner tel type de personnes pour tel type de traitement, peut-être que, mis bout à bout, l'ensemble des décisions va poser un problème éthique au regard de sa mission. Donc c'est vraiment un concept essentiel, la loyauté de l'algorithme. Est-ce que l'algorithme, aussi bien, pas que dans une perspective individuelle, mais dans une perspective globale, et remplit son office. Et le deuxième principe qui découle très directement de cette idée de loyauté, c'est le principe de vigilance. L'idée, c'est d'organiser un questionnement régulier au regard de ces objets mouvants, parce qu'on voit bien qu'un algorithme, notamment tout ce qui est des algorithmes de machine learning, ils apprennent en fonctionnant, et donc ils sont capables de dériver. Donc il faut constamment se poser la question de savoir que remplit cet algorithme. Est-ce qu'il est loyal au sens où je le disais tout à l'heure? Et puis deuxièmement, c'est aussi par rapport à la foi qu'on a dans les algorithmes. On a un peu tendance en tout cas il y a un risque d'avoir trop confiance dans les algorithmes, de suivre aveuglément ce que nous dira l'algorithme, parce qu'il était formidable, il était conçu par des gens, on ne comprend pas, il y a un petit effet boîte noire. Ça, c'est vraiment un piège. Il faut être en capacité de défier, de challenger ce que nous disent les algorithmes, et donc il faut être vigilant. Donc ça, c'est une première réflexion qui a eu lieu en 2017. On a continué, évidemment, à la CNIL à réfléchir à ce sujet qui est tout à fait d'actualité. Et la semaine prochaine, pour ceux qui sont intéressés, il y a un colloque qui est organisé par la CNIL et qui s'intitule « IA et libre arbitre, sommes-nous tous des moutons numériques ?» Alors c'est un tout petit peu provocateur, mais l'idée derrière, c'est de dire que l'algorithme, il nous simplifie la vie au quotidien, il nous fait gagner du temps dans les traductions, dans les synthèses de documents, dans les réponses, des algorithmes qui préparent des mails, etc. Enfin, tout ça est absolument formidable, mais en même temps, dans quelle mesure cet algorithme, il n'est pas en train de nous transformer en suiveurs de ce qu'il va proposer, et dans quelle mesure on a encore cette capacité de s'extraire, de prendre le temps de dire je remets en cause ce que me propose l'algorithme, et dans certains cas peut-être ce que m'impose si je ne fais pas l'effort de réfléchir un tout petit peu et de prendre du recul. Alors malheureusement, ce colloque, il est complet en termes de place en présentiel, mais il est rediffusé, enfin il est diffusé sur notre site, et il sera en replay évidemment.
Donc ça, c'est l'analyse éthique qui n'est pas finie, évidemment. C'est une matière absolument formidable. Donc la CNIL n'est pas composée que de juristes, mais aussi de gens qui prennent un peu de distance par rapport à ces algorithmes, quel que soit leur domaine d'activité. Et puis, parce que je suis face à une assemblée de juristes, évidemment, et que moi-même, je suis un tout petit peu juriste, j'en viens sur l'analyse juridique des IA, mais je serai vraiment très court au regard du RGPD. Là où je veux insister, c'est vous démontrer un petit peu, vous montrer le caractère constructif de la CNIL par rapport à l'intelligence artificielle. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, l'équivalent de la CNIL en Italie a interdit ChatGPT sur la base du RGPD, considérant que ça posait des problèmes en termes de droits des personnes, d'information, etc., etc. Et donc ChatGPT a été interdit. Alors certes, pendant un certain temps, mais voilà, l'approche était un tout petit moins constructif de l'autre côté des Alpes. Donc nous, vraiment, la CNIL, on essaie de co-construire le droit autour de ces intelligences artificielles, et à tel point, on a un tout petit peu anticipé sur le règlement IA, dont on parlera peut-être, avec la création d'un bac à sable. Alors, ce n'est pas un bac à sable réglementaire, dans le sens où on ne peut pas déroger aux principes qui sont dans le RGPD, dans la loi, mais c'est un bac à sable qui permet à des porteurs de projets de venir discuter avec la CNIL sur un temps assez long. Et ce bac à sable, c'est la 3e édition, il a été dédié à l'intelligence artificielle dans l'administration publique. Donc il y a 8 projets qui ont été retenus, extrêmement variés. Alors ils sont publics, ils sont sur notre site. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être des caméras intelligentes de la RATP à des agents conversationnels de la DINUM, basés sur l'intelligence artificielle, pour qu'on puisse développer, en tous les cas que leur développement se fasse en conformité avec les grands principes de la protection des données. Au-delà de ça, la CNIL, elle veut expliquer le cadre juridique, elle ne veut pas empêcher, elle veut accompagner, elle veut que les règles du jeu soient claires. C'est pas évident, honnêtement. Faire application des grands principes du RGPD à des systèmes d'IA, il y a un petit côté un peu compliqué, pour être tout à fait honnête. Et donc, la CNIL veut produire du droit souple sur le sujet, et elle a commencé à s'attaquer à la première question, qui est la question fondamentale quand on commence à parler d'IA, c'est comment est-ce qu'on peut créer des bases de données d'apprentissage pour entraîner les algorithmes. C'est le premier sujet que la CNIL a cherché à adresser. Et donc, elle a publié un lot de fiches sur le sujet il y a quelques mois, sur la finalité, la qualification juridique des fournisseurs d'IA, la qualification juridique de ceux qui utilisent l'IA, les conditions de licéité, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est publié sur notre site et vous avez encore un mois, si vous êtes intéressé, pour contribuer. Donc, si vous voulez nous faire part de vos opinions en tant que professionnel du droit sur ces sujets-là, n'hésitez pas. C'est vraiment toute la logique de la CNIL. Et puis, dernier élément, on va sortir un 2e lot de fiches qui sera bientôt publié, je pense, début 2024, avec des questions encore plus compliquées sur les droits des personnes, sur les statuts des modèles, l'annotation des modèles, notamment pour éviter les biais, et la sécurité des modèles, des conceptions d'IA. Voilà un petit peu très rapidement l'approche assez macro de la CNIL, mais peut-être qu'on rentrera après plus dans le détail sur l'IA et les professions du droit. Ah ben voilà Marc, merci beaucoup. D'ailleurs, je vous invite, le lab de la CNIL sort régulièrement des fiches qui sont extrêmement intéressantes, dans lesquelles on apprend, je pense, beaucoup de choses. Marc, je vais passer la parole à Christina Lunghi, et puis tu vas reprendre l'animation. Bonjour à toutes et à tous, et merci de cette invitation. Alors, Thomas a commencé à dézoomer. Moi, je vais continuer à dézoomer le sujet, parce que je pense que l'IA nous pose le problème plus général de la question du monde dans lequel on vit et du monde que l'on prépare pour nos enfants. Et je pense que c'est, en tant que juriste et qui détenait des clés vraiment très importantes des rouages de notre démocratie, je pense qu'il y a vraiment une réflexion philosophique à avoir là-dessus, et pratique bien évidemment. Donc en ce qui me concerne, moi je vais me concentrer sur un sujet qui me tient à cœur, puisque je travaille depuis 30 ans là-dessus. C'est le sujet des ressources humaines et de l'inclusion
dans les ressources humaines. Donc très rapidement, en 1995, il y a donc presque 30 ans, j'ai créé une association qui s'appelle Arborus et qui s'occupe de l'égalité entre les femmes et les hommes comme modèle d'une nouvelle société, c'est-à-dire de remettre en cause un petit peu le modèle dit patriarcal et d'essayer de trouver de nouvelles méthodologies pour une mise en place concrète, ce que je fais depuis pas mal d'années maintenant avec les entreprises. Ça m'a amené en 2004 à créer pour le gouvernement français le premier label qui était le label Égalité. Donc je l'avais proposé au ministère et ça a été retenu et j'ai pu le mettre en place. Je m'en suis occupée pendant pas mal d'années. Et sur la base de cette expérience, à la demande de grandes entreprises françaises et internationales et de la Commission européenne, je suis montée en puissance avec un label qui est le premier label international sur ces sujets, qui s'appelle le GEES, Gender Equality European International Standard, et qui est présent aujourd'hui dans 54 pays avec pas mal d'entreprises multinationales, mais aussi au niveau local. Alors, pourquoi je vous parle de cette certification? C'est parce qu'elle permet aux entreprises de structurer leur politique d'égalité, de la piloter grâce à des KPI qu'elles ont au niveau local, européen, international, et également de pouvoir se mesurer en benchmarkant en interne dans leur propre groupe, mais aussi avec d'autres entreprises qui sont regroupées dans la fondation qu'on a créée en 2010, qui s'appelle Fonds de dotation Arborus. Et le tout étant couronné par un audit qui est réalisé par Bureau Veritas Certification dans le monde entier pour venir mesurer évidemment que tout cela fonctionne et avec une vraie philosophie d'amélioration continue. Avant le Covid, on était déjà très inquiet sur les algorithmes utilisés par les GAFAM sur le recrutement et qui excluaient les femmes en particulier, mais pas que les femmes, des tas d'autres populations. Mais il y avait vraiment un accent très marqué sur l'exclusion des femmes, notamment dans les métiers de la tech. Et puis, le problème des banques, de certaines banques américaines, qui excluaient là aussi les femmes de l'obtention de cartes de crédit. Donc, on s'était déjà alerté pas mal sur ce sujet-là. Quand est arrivé le Covid, eh bien, le Covid nous a amené à utiliser de l'IA tout le temps, dans tous les actes de notre vie au quotidien, puisque, bien sûr, on télétravaillait tous, l'école blanc, et puis on était tous à la maison avec commande en ligne de nos repas, Netflix, etc. Donc l'IA a vraiment fonctionné à plein. Juste une petite information intéressante, l'IA, pendant le confinement, a été multipliée par 2 en termes d'accélération de ces process par rapport à la période précédente. Donc on voit à quel point, et Thomas l'a bien dit, plus on utilise de l'IA, plus elle va évidemment être performante, mais aussi être dangereuse. Et c'est un peu sur ce point-là que je voudrais mettre l'accent, parce que en prenant conscience des risques de discrimination extrêmement importants que cette IA pouvait générer dans le domaine des ressources humaines, avec les entreprises labellisées, on s'est dit, mais nous, ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus, ça fait 15 ans qu'on est labellisé, on ne va quand même pas voir une IA remettre en question tous ces principes et tout ce travail qui a été mis en œuvre. Et avec le groupe Orange, nous avons lancé, sous le haut patronage du ministère du Numérique, du ministère de l'Égalité et des Nations Unies avec Delphine O, nous avons lancé la première charte internationale pour une IA inclusive, que je vous invite à signer. C'est complètement gratuit et vous verrez à quel point nous avons des projets qui peuvent vous intéresser. Cette charte, elle est fondée sur 7 principes. Alors, j'avais envoyé une diapo, peut-être qu'elle passera, peut-être pas, c'est pas grave, vous pouvez la trouver sur notre site. Fondée sur 7 principes qui reprennent exactement les process préconisés par la CNIL, puisqu'on vous propose de, évidemment, informer, former, avoir la mixité, évidemment, pour avoir une vision partagée, sur toute la chaîne de valeur, pour pouvoir vous assurer que vous êtes bien dans un process vertueux et éthique sur cette IA. Dans le prolongement de cela, nous avons souhaité aussi pouvoir permettre aux entreprises de rentrer dans une certification sur une IA inclusive. Donc on a rajouté à tout notre référentiel qui part des politiques générales en matière de ressources humaines, en passant par tous les processus de gestion de la ressource humaine, plus la culture d'entreprise, le dialogue social, l'écosystème, les objectifs du développement durable. Ça, c'est vraiment notre référentiel. À chaque chapitre,
on va aller vérifier s'il y a utilisation d'un algorithme ou d'une intelligence artificielle, si elle est ou non inclusive, si elle respecte des règles d'éthique et de non-discrimination. Les premiers labels qui ont été octroyés, notamment la Banque de France, qui est juste à côté d'ici, en face de la bourse, sont extrêmement intéressants parce que le retour sur investissement qu'on en a eu nous démontre que non seulement on va contrôler si cette IA elle est éthique, inclusive, etc., mais c'est aussi des retours sur investissement en termes de business pour les entreprises. Parce qu'elles se rendent compte que, n'étant pas inclusives, elles excluent une partie de leur clientèle et remettant de l'ordre dans leurs algorithmes, elles vont pouvoir faire des offres de services qui vont leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires. Donc je trouve que c'est très intéressant de ne pas pénaliser toujours et de ne pas imaginer qu'il n'y a que de la régulation qui vient freiner finalement la créativité, mais que là on est vraiment dans un processus vertueux qui peut être un véritable incentive. Là où je veux en venir, par rapport à ce préalable, pour vous expliquer quelle est ma démarche et celle de notre organisation avec les entreprises qui la constituent, c'est que l'IA, elle interroge nos valeurs. Alors, c'était un petit peu évoqué par les deux précédents intervenants. Ces valeurs, ça nous interpelle sur le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on va vivre, et surtout pour nos enfants, et toute la désinformation que peut apporter cette intelligence artificielle dans le droit, mais pas que dans le droit. Les réseaux sociaux sont remplis aujourd'hui d'informations qui arrivent de toutes sortes de pays, et on voit bien que ça pose des problématiques importantes en termes de géopolitique, hein. Donc nous, on pense qu'on est à un moment historique, avec un grand H, pour l'humanité, avec un grand H aussi, qui concerne donc vraiment les deux pôles de l'humanité, les femmes comme les hommes, puisque nous sommes à la croisée des chemins sur 3 sujets. Le premier, c'est la finitude annoncée de notre espèce humaine, à cause du réchauffement climatique. Donc on ne sait pas si nos enfants, nos petits-enfants survivront. La deuxième chose, c'est la place des femmes dans la société, qui, même s'il y a plein de pays où c'est encore très compliqué, mais quand même, on peut dire qu'en Occident, les femmes sont là et ont bien l'intention d'y rester. Et puis, l'intelligence artificielle qui est apparue de façon presque soudaine dans nos vies au quotidien. Et ces 3 événements, comme moi je suis une personne positive et qu'on aime les actions concrètes, on pense que l'IA peut être le levier pour la résolution de ces 2 premiers sujets, c'est-à-dire peut-être le levier pour la résolution des solutions pour trouver des solutions au réchauffement climatique, mais aussi pour arriver à un équilibre plus égalitaire dans le monde. Et pour cela, on va passer par le codage. Parce que, comme l'a très bien expliqué Thomas de la CNIL tout à l'heure, c'est la donnée qu'on va faire entrer à l'origine, comment elle va être traitée, etc., qui va conditionner ensuite la sortie au final. Nous, ce qu'on souhaiterait faire, et avec le club des entreprises signataires, on a 130 entreprises signataires de notre charte, il y a des universités, des grands groupes, des startups et des experts dans ce domaine, dont une entreprise qui s'appelle Human Factor, qui est dirigée par Laurent Depont, qui est un spécialiste en neurosciences. Et on va donc piloter un groupe pour essayer de recoder nos systèmes d'organisation avec un nouveau système de valeurs. Pendant le Covid, on a mis beaucoup en exergue ce qu'on appelle les soft skills. L'empathie, l'écoute, la bienveillance, le fait de vouloir donner du sens à son travail, à sa vie, etc. On pense que si on peut recoder dans le domaine des ressources humaines sur cette base-là, au lieu de toujours être sur des skills de pouvoir, de leadership, qui sont finalement une partie de nos valeurs, mais qui ne correspondent pas à l'intégralité des valeurs, on pense qu'on peut peut-être, à ce moment-là, réécrire un nouveau code de conduite, un nouveau contrat social, de nouvelles règles du jeu. Et ça nous paraît vraiment très intéressant, en tous les cas, de faire cette expérimentation. C'est ce que nous allons faire et on vous tiendra bien sûr au courant. Et si des juristes ont envie de se joindre à nous, avec bonheur. Merci. Merci. Alors,
je vous présente toutes mes excuses. C'est le modérateur le plus en retard de l'histoire. Mais la signalisation des TGV était en panne et il aurait bien fallu de l'intelligence artificielle pour que ça tourne un peu plus vite. Bon, voilà. Alors, du coup, je vais vous poser une question en espérant que personne n'aura traité le sujet. C'est un exercice un peu délicat, on y va. Et je vais commencer par Alexia Delahousse. Si on a bien préparé, je devrais y arriver. Le point est le suivant, parce qu'on parlait des skills, là. Quanto, vous avez fait le pari pro-innovation, j'ai envie de dire, d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais alors, ma première question, c'est quoi, il y a 1400 salariés dans l'entreprise. Est-ce que vous ressentez le besoin de formation particulière pour ceux qui utilisent l'IA? Est-ce que cette question des skills est une question importante? On parle souvent du contrôle humain sur la machine. Est-ce que ça passe effectivement par une formation et comment vous abordez cette question? Alors vous avez fait le choix, vous, de sauter à deux pieds dans l'usage de l'IA. Oui, tout à fait. Alors, en fait, je pense que ce n'est pas uniquement une question de formation. Je pense que c'est surtout une question de centralisation et d'alignement de toutes les personnes dans l'entreprise. Chez Conto, ce qui fait que je pense que le développement de l'intelligence artificielle a été fait de façon contrôlée, c'est que c'est parti du top management. Dès que ChatGPT a fait éruption dans nos vies, le CEO de l'entreprise a décidé de prendre la parole devant tous les salariés pour exprimer la position commune de l'entreprise. C'est une position Conto à laquelle, bon, bah, normalement, les salariés, il n'y a pas d'obligation d'adhérer, mais en tout cas, le management se positionne comme pro-innovation et encourage l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans l'entreprise. Ça, c'est la position de principe. Et ce qui a été exprimé aussi, c'est qu'il recherchait une approche bottom-up en comptant en fait sur la capacité d'innovation de tous les salariés dans l'entreprise. Et nous, chez Conto, on est une entreprise technologique, donc évidemment, il y a beaucoup de développeurs et d'ingénieurs. Et donc, en faisant passer ce message, il encourageait chaque personne dans l'entreprise à faire usage de sa créativité, de son intuition, de sa propre expérience, de son expertise, avant même de dire « bon, allez, on va aller former les gens parce qu'ils ne vont pas savoir faire ». On dit au contraire, c'est de la part des salariés qu'on va avoir les meilleures idées pour savoir comment utiliser l'intelligence artificielle et donc on doit les encourager. Ça a été fait assez tôt, il y a à peu près 1 an, et effectivement, ça a eu un effet très positif puisque les salariés se sont sentis encouragés. Alors après, il faut garantir un minimum de sécurité dans la façon dont sont utilisés les outils et dans le choix des outils. Et c'est là que le département juridique peut avoir une utilité dans la mise en place de règles de conduite, de recommandations, etc. Mais évidemment, il ne faut pas que ce soit fait de façon trop figée ou rigide, parce que sinon ça va agacer et ça va donner l'impression de brider l'innovation. Là, au contraire, on voulait encourager l'innovation. Donc nous, on a choisi de le faire de 2 façons. Enfin, la façon dont on a à la fois organisé, encouragé l'innovation et en même temps essayé de contrôler. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris un accès à une plateforme d'outils d'intelligence artificielle. Donc c'est une jeune plateforme française qui s'appelle Dust et qui permet aux salariés d'avoir accès à plusieurs outils d'intelligence artificielle, dont ChatGPT, mais aussi d'autres grands modèles de langage. Et puis d'autres types d'outils, mais tous les usages doivent passer par cette plateforme. Et cette plateforme permet de gérer les problématiques de confidentialité et de responsabilité par rapport aux potentielles violations de la propriété intellectuelle, etc. Et ça permet quand même à l'entreprise et au département juridique de garder une visibilité sur un certain nombre d'usages qui sont faits. À côté de ça, il y a sans doute des gens qui veulent pouvoir utiliser d'autres outils qui ne sont pas sur la plateforme, donc on travaille avec eux pour essayer de les intégrer à la plateforme. Et on a aussi mis en place un système assez fréquent de hackathon, où en fait tous les ingénieurs sont invités à essayer de proposer des innovations et des usages d'intelligence artificielle devant un comité qui est formé de certains responsables de l'entreprise, dont la direction juridique. Et donc ça apporte un côté ludique pour les salariés dans l'entreprise, et en même temps ça permet à la direction juridique d'avoir de la visibilité et de savoir si les usages qu'on en fait ne sont pas trop risqués et pas trop dangereux. Donc c'est comme ça chez Conto qu'on a essayé de trouver le juste milieu entre encourager l'innovation et essayer d'avoir un minimum de contrôle sur ce qui est fait.
C'est une vision très optimiste de l'IA et très, très engagée. J'aurais une question pour vous après, pour le régulateur. Mais je me tourne tout de suite vers Christophe, parce que je voudrais rebondir quand même sur cette question de la formation. C'est un peu une marotte. Et comme tu as été pionnier sur cette question de l'intégration des technologies dans la vision du juriste de demain, est-ce que, d'une part, tu as le sentiment que chez les étudiants, il y a une appétence pour aller sur un terrain qui n'est pas simplement celui de l'expertise juridique classique, mais d'y ajouter ces éléments-là, ces fonctionnalités-là, j'ai envie de dire, pour leur exercice. Et est-ce que tu penses, question un peu blunt, est-ce que tu penses que les universités françaises, les écoles de droit, sont prêtes à s'adapter aux nouveaux enjeux? Bon, je pose la question comme ça en passant. Il n'y a pas de réponse dans la question. Alors, la deuxième, elle est... je vais dire, elle n'est pas sympa. Si, non, mais elle est sympa, mais systémiquement, je pense que non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça m'est compliqué parce que de répondre de façon très, très objective à cette question, parce que moi, j'ai fait un choix à un moment donné dans ma carrière de rejoindre plutôt une grande école et de ne pas être à l'université pour un certain nombre de raisons qui ne sont pas... principalement des raisons de l'université, ça ne me plaît pas, c'est pas ça, mais je pense que pour un certain nombre de raisons systémiques et institutionnelles, c'est compliqué d'innover à grande échelle dans l'université publique française. Ça n'empêche pas qu'il y ait des innovateurs, il y en a plein. Plein de profs de droit ou dans d'autres domaines qui sont très innovants, très innovateurs, et qui vont être plus ou moins encouragés par le système. J'en connais qui le sont, j'en connais qui ont été découragés, je ne vais pas les citer, ni leur institution, qui ont été d'ailleurs, d'une certaine manière, poussés à changer d'institution. Parce que le système écrasait leur volonté d'innover, pour des raisons notamment de faire de l'ombre à son voisin ou sa voisine. Enfin bon, je pense qu'on connaît tout ça d'une manière ou d'une autre, donc je pense que, en tant que système, non. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on revoit complètement le modèle pédagogique. Alors je ne veux pas aller trop loin parce qu'il est déjà tard et la CNIL a encore beaucoup de choses intéressantes à nous dire, mais on revoit le modèle pédagogique, on arrive à travailler avec des plus petits groupes. Pour le coup, on automatise certaines choses. Quand je dis automatiser, là c'est au sens large, parce qu'elles peuvent l'être. Quel est l'intérêt? Je le dis franchement, mais je déborde un peu, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, heureusement, donc ce n'est pas une vérité universelle. Mais... Sauf quand on a une showwoman ou un showman dans un amphithéâtre. Ça arrive et il y en a. On en a tous connu. Bon. Quand ça n'est pas le cas, quel est l'intérêt pour un jeune ou un moins jeune? Moi, je sais que je ne le ferai pas. Et de toute façon, je ne le faisais pas quand j'avais 20 ans. D'aller s'asseoir quelque part pendant 8 heures pour écouter une transmission unilatérale, alors qu'on va la trouver ailleurs, encapsulée en vidéo, de bonne qualité, ou si on est plus traditionnel... J'espère que ça existera toujours dans un bouquin. Bon, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait rentrer la compréhension et l'utilisation des technologies dans la salle de cours ou dans la fac de droit ou dans une grande école de façon intelligente? Parce que, alors là je vais être, pour le coup, c'est moi qui ne suis pas sympa. Des experts en prompt ChatGPT, il y en a qui sortent de terre tous les jours. Avant, ils étaient spécialistes métaverse. Avant, ils étaient experts de la blockchain. Et avant encore, le track record ne va pas jusque-là, on ne sait pas trop. Bon. Je veux dire, il faut être sérieux. À un moment donné, laissez penser à des juristes, et des jeunes en particulier, qu'en utilisant, quelle que soit la version de GPT, sur n'importe quel cas d'usage, et en apprenant à prompter, on va transformer son activité professionnelle, c'est faux. Puisque l'instruction, elle est dépendante de ce que peut faire le logiciel, de l'entraînement du modèle, des données de base. Est-ce qu'elles ne sont pas qualifiées? Donc, évidemment, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc, cette capacité de discernement que vous évoquiez tout à l'heure et d'esprit critique, je pense qu'il faudrait plus encourager globalement, quand je dis université, j'y inclus aussi mon école, et moi-même. Mais plus encourager l'esprit critique, plus que l'esprit analytique, puisque l'analytique, là, il est dans la machine,
pas l'esprit critique. Mais encourager l'esprit critique dans la formation, ça demande d'autres types d'enseignement. On ne peut pas le faire avec 500 bonhommes ou dames, ou jeunes femmes ou jeunes hommes dans un amphi. C'est juste impossible. Enfin, on en connaît tous ce modèle-là, alors ça va se faire en TD. Mais bon, bref, donc je suis trop long, mais ma réponse est oui, je pense sur des pionniers, c'est comme en DJ, en entreprise ou en cabinet, il faut des champions, des championnes, il faut des pilotes. Après, il faut que l'institution les suive, et pas, pour le dire grossièrement, écoute, fais ton truc dans ton coin, nous emmerde pas, tant que ça ne fait pas de vagues et que ça ne coûte pas cher, il n'y a pas de problème. Mais on ne transforme pas sur la durée une institution si on n'encourage pas et on ne donne pas les moyens aux championnes ou aux champions. Merci Christophe. Mais alors comme j'ai mauvais fond, je me tourne. C'est pour ça que j'espérais que tu ne viendrais pas. Je me tourne vers Thomas Dautieu, donc qui se demande la question. J'ai deux questions dans le prolongement et vous avez peut-être couvert l'une d'entre elles. Parce qu'il y a un équilibre à trouver. Et il y a une part d'expérimentation. Il y a un côté pionnier. Parfois, il faut y aller au risque de se tromper. Donc j'ai deux questions. Et comme je trouve que le titre de votre direction fait venir cette question, c'est comment une autorité, un régulateur comme la CNIL, peut favoriser l'expérimentation. C'est-à-dire accompagner cette idée que, oui, parfois, il ne faut pas hésiter au risque de se tromper, au risque de tâtonner, parce que ça va très vite. Donc, est-ce que c'est une approche que la CNIL, dans ce domaine-là, un petit peu différente du RGPD, on va dire simplement, est-ce que c'est une approche qui correspond à ce qu'est l'accompagnement? Mais j'ai une deuxième question pour vous. Mauvais fond encore. Il y a une grande discussion sur l'IA Act, et notamment le sujet qui a surgi à la fin sur les IA génératives, fondationnelles, et ce travail d'équilibre entre l'innovation et la régulation qui est apparemment assez compliqué, avec des retournements de situation. Quel regard, et vous devez rester neutre à cet égard en tant que régulateur, mais quel regard vous portez sur la manière d'appréhender un sujet qui est aussi mouvant que ça, avec des sujets qui sont apparus pendant qu'on discutait du texte et qui n'étaient pas dans la proposition initiale? Comment on fait pour ne pas brider l'innovation tout en s'attachant aux droits fondamentaux et aux nécessaires régulations? Voilà, deux questions pour vous. Alors, merci pour cette question très simple. Alors, sur l'accompagnement, alors déjà, l'IA Act va prévoir en lui-même des bacs à sable réglementaires. Donc, il y a l'idée dans le RIA de dire, venez tester avec le régulateur. Voilà, il y a un dialogue qui s'installe. Moi, j'ai une réponse très, très précise à vous donner, qui est la loi sur les JO, qui a été publiée au mois de mai, qui a consacré la capacité pour les forces publiques d'utiliser des algorithmes sur des caméras pour les faire parler. Donc c'est des algorithmes qu'on appelle des caméras augmentées qui vont permettre de détecter des mouvements suspects, quelqu'un qui fait un geste, il va sortir une arme, quelqu'un qui tombe, des mouvements de foule, etc. Donc c'est une nouveauté. Avant, ce n'était pas autorisé. Le Parlement l'a autorisé. Et ce qui est très intéressant, si vous lisez cet article 10 de la loi JO, c'est que le Parlement reconnaît à la CNIL et a demandé à la CNIL d'accompagner les concepteurs de logiciels qui vont être mis à disposition des forces de police, police municipale, etc. Donc le Parlement a incité la CNIL, ce qu'elle faisait déjà. Et donc on a un dialogue ouvert avec le ministère de l'Intérieur. Alors c'est hyper rare, j'espère que vous m'avez enregistré, parce que voilà, on a toujours un peu tendance à opposer protection des données, sécurité. Et là, pour le coup, le Parlement nous a incité à nous rapprocher du ministère. On a dialogué avec les concepteurs de logiciels qui sont venus nous voir en disant « Nous, on souhaiterait candidater, voilà comment on a configuré nos logiciels, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc il y a des choses qui nous ont plu, d'autres qui nous ont moins plu. Donc là aussi, innovation. Et le Parlement, en même temps, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, a confirmé la CNIL dans un rôle de contrôle en disant une fois qu'ils seront déployés, contrôler si c'est conforme. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il a demandé à la CNIL de contrôler au regard des grands principes de la protection de données, mais pas que, aussi sous un angle de loyauté et d'éthique. J'en reviens un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, où on voit bien que ça ne se résume pas simplement aux grands principes du RGPD. Il y a un petit supplément d'âme, entre guillemets, qu'on demande à tout ça. Et la CNIL a été reconnue dans ce rôle-là. Donc je trouve que c'est intéressant de passer simplement du traditionnel
gendarme de la protection des données à accompagnateur avec un dialogue, y compris avec le ministère de l'Intérieur. Donc là, vraiment, et c'est vraiment la voie qu'on souhaite prendre. On a recruté des experts en matière d'intelligence artificielle. On a un service de l'intelligence artificielle. On est vraiment dans cette démarche d'accompagnement. Donc, par pitié, sortez de la vision un peu CNIL qui pose des lignes rouges. Donc, quand je dis vous, c'est évidemment extrêmement générique. Qui pose des lignes rouges et qui bride l'innovation. C'est pas du tout l'état d'esprit de la CNIL. Évidemment. Alors, par rapport à votre question sur l'IACT, on est assez spectateur, entre guillemets. On voit bien qu'il y a quand même beaucoup il y a des points divergents qui s'expriment entre les États membres sur ce qui convient de réguler. Nous, on trouve que sur l'IA, l'approche par les risques, elle est quand même extrêmement intéressante. De réguler, on ne régule pas tous les systèmes d'IA de la même façon. Donc, cette approche par les risques d'interdiction, de systèmes d'IA qui ne posent pas de risque, et puis il y a tout un intermédiaire, c'est plutôt bien. Et on est assez à l'aise avec ça parce que c'est un peu l'esprit du RGPD quand même. Le RGPD, c'est quand même, vous faites votre analyse de risque, vous avez des systèmes qui sont extrêmement dangereux, en tous les cas avec des risques élevés, vous faites des analyses d'impact, vous avez des obligations de sécurité. Quand vous avez un bête fichier client avec simplement 3 données dedans, le RGPD, c'est pas la mer à boire. Donc on est assez à l'aise avec ça et je pense qu'on est capable d'avoir une régulation qui s'inspire et qui s'inscrit dans cette logique-là. Si je peux ajouter un truc, Marc, dans les relations de responsabilité, parce que c'est la grosse question aussi, entre fournisseurs de logiciels embarquant de l'IA, générative ou non, et les clients, et notamment les cabinets d'avocats, les directions juridiques, où sont les frontières et les lignes de fracture entre délégation, transmission, exonération de responsabilité. Il faut savoir que la Commission européenne a publié des recommandations qui sont très intéressantes, des clauses à insérer dans les contrats des fournisseurs de solutions d'IA à destination des acteurs publics, mais en disant, par ailleurs, même si ça a été fait pour les acteurs publics, administration, etc., on invite les entreprises à regarder ces lignes directrices qui devraient inspirer vos fournisseurs de logiciels. Voilà, ça aussi, on peut vous inviter à les regarder, c'est assez intéressant. Sur le niveau de responsabilité, quand OpenIA dit, si demain vous utilisez ChatGPT aux États-Unis et que vous êtes poursuivi pour violation de copyright, on vous garantit, je demande à voir. Je demande à voir où c'est capé, à quel niveau, pour quel type de violation. Je trouve ça assez... ouais. Toi aussi, tu as mauvais fond. Mais plus que toi, même. J'ai 2 dernières questions avant qu'on vous laisse la parole dans la salle. Une pour Madame Lenghi et une dernière pour vous, Madame Delahousse. Tout à l'heure, vous évoquiez la certification, labellisation. Mais comment... C'est une démarche un peu originale, même si on le connaît avec les données personnelles, de marier les droits fondamentaux, les droits et libertés fondamentaux, et la démarche de certification, y compris lorsque ça prend un tour technique. Ce n'est pas forcément le mariage le plus immédiat qui vient à l'esprit. Donc c'était ma question courte, avec bon fond, vous avez vu. Non, il n'y a pas d'autres questions. La dernière sera pour vous. D'accord. Alors, nous, on a lu les droits fondamentaux et c'est vrai que dans le propos introductif même de notre référentiel, on rappelle tous les principes généraux du droit, notamment européen, puisque c'est le cadre juridique le plus abouti en matière d'égalité en particulier. Et pour moi, c'est vraiment, on est sur une mission d'intérêt général avec notre fonds de dotation, et pour moi, c'est vraiment très, très important, puisqu'on diffuse ces valeurs en Europe, puisqu'on a démarré par l'Europe, mais dans le monde entier, puisqu'on est dans 54 pays. Pour vous dire, on a labellisé l'exposition universelle de Dubaï, la police de Dubaï, enfin, on va sur des terrains qui sont vraiment des terrains touchy, et pour moi, qui sont très importants pour justement porter cette parole qui est celle de l'Europe et de la France, puisque je suis quand même de nationalité française, dans ces pays-là, à travers un modèle qui est un modèle d'organisation fondé sur ces principes généraux et qui est organisé à travers un référentiel avec des critères. Et chacun de nos critères, les 10 critères de labellisation, sont divisés en 6 niveaux qui vont permettre à des pays comme les Émirats ou d'autres pays de pouvoir entrer sur un niveau 1,
C'est-à-dire, je commençais à faire quelque chose, et puis d'aller jusqu'au niveau 6, qui est, alors là, c'est l'aboutissement total avec respect des objectifs du développement durable des Nations Unies, etc. Donc, je pense qu'il est très important, surtout dans le monde très chaotique où nous avons cette intelligence artificielle qui vient bouleverser véritablement nos modes de pensée. Ça a été dit, et je l'ai dit également, notre pouvoir discrétionnaire, notre pouvoir d'arbitrer, il est valable pour des gens qui ont des niveaux d'éducation élevés et qui sont encore capables d'aller chercher la source de l'information. Pour ceux qui sont alimentés exclusivement par Internet ou par ChatGPT, il est clair qu'on ne sait pas qui est derrière tout ça, selon les outils qui font de la programmation. Il y a de la manipulation, évidemment, et on est en danger. Donc, d'où l'importance du régulateur, d'où l'importance de l'université et de ce genre de manifestations informatives. Dans les recommandations qu'on fait, c'est formation, information, formation sur la base aussi de tout ce qui est analyse, non seulement cognitive, mais vraiment aller au-delà et travailler sur les visions partagées pour pouvoir justement appréhender tout ça de façon la plus intelligente possible pour contrer cette fameuse intelligence artificielle. Alors, ma dernière question, elle est pour vous, Alexia Delahousse. C'est le rôle des acteurs du droit. Alors, il y a des acteurs que sont les juristes d'entreprise, les directions juridiques et les avocats. Alors, vous nous avez dit combien vous étiez pionnier dans l'utilisation de l'IA au sein de Canto. Qu'est-ce que vous attendez de la part de vos conseils? Est-ce que pour vous, je ne dis pas que c'est un critère, mais est-ce que pour vous c'est important qu'un cabinet ou des cabinets, au-delà de leur expertise juridique bien évidemment, fassent aussi des choix d'innovation de ce côté-là? Oui, tout à fait. C'est une bonne question et c'est sûr que l'IA va modifier les rapports entre les cabinets d'avocats et les juristes et les cabinets d'avocats et leurs clients en général. J'avais noté une anecdote assez marrante. Il y a quelques années aux États-Unis, il y avait une cour de justice qui avait condamné un cabinet d'avocats à réduire ses honoraires parce que le client avait apporté la preuve qu'il avait utilisé l'intelligence artificielle pour réduire le temps passé sur un certain nombre de tâches. Bon, c'est assez anecdotique, mais ça montre deux choses. La première, donc, c'est évidemment en tant que juriste dans une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle, je vais être sensible à des cabinets d'avocats qui eux-mêmes se posent des questions sur l'usage de l'intelligence artificielle dans leur profession. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est important, c'est aussi la transparence par rapport aux usages qui sont faits de ces outils d'intelligence artificielle. Il y avait des études qui montraient que la majorité des juristes s'attendent à ce que leurs avocats utilisent l'intelligence artificielle, mais aussi leur disent à quel moment et pourquoi ils ont utilisé des outils d'intelligence artificielle, tandis qu'une minorité d'avocats avaient le réflexe pour l'instant de dire à leurs clients sur quels aspects de leur travail ils avaient fait usage de l'intelligence artificielle. Et donc cette question-là de la transparence entre le cabinet et le client va, à mon avis, est essentielle. Après, évidemment, le rôle de l'avocat et des cabinets eux-mêmes vont changer, puisque si le cabinet d'avocats utilise de l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'un certain nombre de tâches qui sont généralement réalisées par des stagiaires ou des juniors peuvent être amenées à disparaître. Donc ça ne veut pas dire que le métier doit disparaître, mais c'est certain que l'organisation des équipes des cabinets d'avocats n'est plus peut-être la même. Il y a des cabinets de conseil qui ont réfléchi à quelle pouvait être la nouvelle organisation optimale d'un cabinet d'avocats entre nombre de juniors par rapport au nombre d'associés en fonction de l'intégration des outils d'intelligence artificielle. Et donc je pense que les cabinets doivent réfléchir à ça, même s'il ne faut pas occulter la question de la formation. Il faut réussir à former les juniors, mais peut-être qu'il faut quand même réorganiser le fonctionnement organisationnel des cabinets d'avocats. Et donc j'y serai sensible dans le choix de mes cabinets. Je pense qu'il y a un boulevard pour les cabinets qui ne sont pas forcément d'énorme taille, mais qui peuvent être très agiles, notamment dans la relation avec leurs clients. Parce que quand on dit oui, informer son client ou la DJ qu'on a utilisée, est-ce que jusqu'à présent, toute proportion gardée, l'information était donnée si on a utilisé telle base de données chez tel éditeur, etc., avec des requêtes par mots-clés pour choisir ses décisions jurisprudentielles? La réponse, elle est non. Bon.
Deuxième remarque, ça par contre, ça peut gratter, mais je pense que c'est bien que ça gratte, c'est que si effectivement un cabinet d'avocats vient expliquer ça dans le détail à son client, si c'est un client organisé par rapport à l'information, ça veut dire que le cabinet lui ouvre sa chaîne de valeur. Il dit, vous voyez, en fait, dans ma chaîne de valeur, ça, c'est automatisé ou partiellement automatisé. Ça ne l'est pas du tout. Et c'est là-dessus que je crée de la valeur. Donc c'est ça que je vous facture. Parce qu'en réalité, en tant que client, je pense que ce qui est important, c'est de savoir ce qui est facturé. Et d'accepter que ce soit ça qui soit facturé. Et de se dire, moi, j'accepte de payer un certain prix parce que je paye une réputation, et une réputation à laquelle on attache un certain degré de sécurité. Ou je paye mais savoir pourquoi on a payé, j'en reviens à ça pour terminer, c'est bien cette notion de valeur. Qu'est-ce que vous nous apportez en tant que client? Je vous apporte une réponse rapide. Et où, alors c'est pas que ce soit les deux, je vous apporte une réponse 100% sécurisée. Et où je vous apporte un accompagnement haute couture, parce que vos besoins sont très particuliers. Et ce que je vais faire pour vous n'est pas forcément duplicable chez un autre client, donc ça a de la valeur aussi. Mais je trouve que ce qui est très bien, c'est que ça oblige, ils n'ont pas besoin de moi pour le savoir, mais ça oblige les cabinets à s'interroger sur leur modèle, sur leur chaîne de valeur, quel est le type de service qu'ils proposent au marché. Et donc, je le redis, je pense que pour les cabinets qui peuvent être très agiles, très flexibles, qui peuvent se déployer, se redéployer rapidement sur certains segments de marché, l'IA est une énorme opportunité. Bien, alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on débordera de 30 secondes. S'il y a des questions dans la salle, alors avec les spots, je ne verrai pas forcément... Ah, si, ça y est, voilà, juste là. Oui. Pierre Lévesque, avocat à Paris. J'ai une question pour le régulateur, elle est très simple. Vous avez évoqué la loyauté des algorithmes. J'aimerais savoir ce que vous mettez derrière, ce qu'on comprend, mais comment vous vérifiez la loyauté d'un algorithme? Alors, si on a vraiment 30 secondes, je crois que ça va être impossible de répondre. Non, c'est une bonne question. On la voit essentiellement sous un prisme, qui est un prisme alors qui n'est pas complet, qui est celui des biais. C'est un vrai sujet en termes d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui trouve un pendant dans la régulation sur la protection des données quand on dit que les données doivent être exactes, etc., etc. Donc on voit bien que si à la fin on a un biais, l'information n'est pas exacte par rapport à la personne auquel elle se rapporte. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. On n'a pas de réponse. Alors je ne vais pas vous renvoyer au rapport de 2017, mais on n'a pas de réponse. Mais on y travaille notamment sous l'angle des discriminations, parce que c'est quand même le danger, c'est les biais qui aboutissent à des discriminations. On travaille avec le défenseur des droits sur ce sujet-là. Alors c'est assez facile pour nous de travailler avec le défenseur des droits, d'une part parce qu'ils sont juste au-dessus de nous, dans le même locaux, et d'autre part parce que le défenseur des droits est membre de la CNIL. Donc quand on travaille avec eux pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut lutter contre ces biais, y compris parfois, ça pose des questions qui sont parfois complexes, sur, par exemple, quand on veut lutter contre des biais en matière de reconnaissance faciale sur les personnes blanches, celles qui ne sont pas blanches, etc., est-ce qu'on peut annoter des bases de données avec des données sensibles pour lutter justement contre ces biais? Donc ça pose, le fait de lutter contre les biais pose aussi des questions en matière de protection des données qui ne sont pas toujours simples. Donc c'est vraiment un chantier, c'est un chantier qui est prioritaire pour nous, sur lequel on va publier des choses sur lesquelles je vous invite à réagir. Mais en tout cas, on est parfaitement conscient du sujet et on essaie sur ce sujet-là de faire de l'interrégulation avec le DDD. Alors, s'il y a une dernière question, parce qu'on a eu un message comme quoi on avait un timing très serré pour le ministre. Bonjour, merci beaucoup pour votre discours, c'était vraiment très intéressant et très structuré, très complexe. J'ai une question par rapport à l'intelligence artificielle. Si un jour, par exemple, ça peut remplacer, par exemple, un juge, je vais préciser un peu la question. On prend le droit criminel
où nous avons les 4 éléments principaux, subject, object, subjective side and objective side. Nous avons aussi la culpabilité et les circonstances atténuantes qui permettent de faire la bonne décision à juge. Et ici, on tombe sur la question, c'est la deuxième part de la question, un peu philosophique, mais est-ce que l'intelligence artificielle il peut remplacer cette partie émotionnelle et des sentiments humains dans la procédure du droit et de la décision de la juge? Merci. Merci, je vais vous répondre vraiment en 2 phrases très rapidement. De notre point de vue, enfin en tout cas de mon point de vue, je pense que l'intelligence artificielle peut être extrêmement intéressante pour les juridictions, pour notamment en complément du mouvement d'open data. Avoir plein de décisions et pouvoir repérer les décisions les plus intéressantes, repérer les arguments les plus intéressants, pouvoir en faire des résumés. Je pense que vraiment il y a un champ d'IA en matière d'open data et les deux se marient très bien. Sur la prise de décision elle-même, moi je suis extrêmement réservé. Alors d'une part parce qu'il y a des impossibilités juridiques. La loi informatique et liberté, elle prévoit qu'aucune décision de justice ne peut être prise si elle est basée sur une appréciation du comportement de la personne. Elle peut être prise de manière automatisée. Donc ça exclut, je pense, toute décision en matière civile, pénale. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer de l'IA en matière de contentieux de droit de l'urbanisme? J'en sais trop rien. Mais en tous les cas, il y a quand même tout un pan qui est, je pense, en termes de prise de décision exclu. Et puis surtout, et je vais en conclure par là, je pense que si un juge fait appel à de l'intelligence artificielle, par construction, il n'y aura jamais de revirement de jurisprudence. Il n'y aurait jamais eu d'arrêt Nicolo avec une IA, puisque l'IA, elle reproduit ce qu'on lui a mis et ce qu'on lui a appris. Donc un juge ou des juridictions qui se baseraient sur l'IA, honnêtement, je pense que c'est assez contradictoire avec l'office du juge. Et alors, en fait, je n'ai pas tout à fait terminé, je continue quand même. J'ai un dernier point. Le ministère de la Justice avait un projet qui s'appelait DataJust, qui a été rendu public, qui était d'avoir de l'intelligence artificielle pour évaluer les préjudices corporels, pour que vous soyez indemnisé de la même manière à Nantes qu'à Rennes, j'aurais pas dû prendre cet exemple, Nantes, Rennes, Montpellier, etc. Et ils ont arrêté parce que c'était trop compliqué. Donc on voit que les limites de l'intelligence artificielle, y compris pour les décisions de justice, présentent un certain nombre de limites quand même. Mais on n'est qu'au début. Il nous reste en réalité 4 minutes, en vrai. Donc s'il y a d'autres questions, c'est précis, s'il y a d'autres questions, je ne sais pas, je n'en vois pas. Non. A priori, vous ne voulez pas utiliser vos 4 minutes. Est-ce que, Christophe, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? J'ai eu le sentiment. Non, c'est juste que, alors, sur l'émotion, mais les experts vraiment très pointus de l'IA ou qui sont dans les neurosciences répondraient mieux que moi, ce qui est certain, mais comme Thomas vous l'avez dit, la conception de grands modèles de langage, c'est bien d'apporter la réponse la plus probable à une question qui est posée à partir de mots, de portions de mots, etc. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit parfois que ChatGPT ou autre, parce qu'on parle de ChatGPT, mais il n'y a pas que ça, et on n'a pas le temps d'en parler, mais moi je crois beaucoup en l'open source en la matière pour permettre de développer les meilleurs logiciels et les solutions possibles, parce que l'open source présente un certain nombre d'avantages, alors pas que, mais c'est bien de pouvoir tester aussi sur de l'open source, mais radar automatique, vous avez bien une automatisation d'une décision de sanction, qui peut être contestée le cas échéant, non? Non, vous allez dire ça? Non, dans les textes, il y a forcément un OPJ qui affirme ou infirme ce qui est dans ses yeux. Et on a contrôlé, on a vérifié, ça passe vraiment comme ça. Il y a vraiment un gendarme qui... Ouais, on y était. Ouais. Objection. Non, mais en tout état de cause, et on va prendre votre question, mais ce que vous disiez, Thomas, est très, très intéressant sur le fait qu'on peut avoir la meilleure information, y compris par l'intelligence artificielle. À un moment donné, on peut décider de prendre le risque d'aller à un revirement de jurisprudence. On peut avoir un 100% de risque de perdre et de se dire qu'on va convaincre que c'est le moment de changer parce qu'il y a des considérations totalement différentes, sociologiques, économiques ou autres, qui sont entrées en ligne de compte. Donc ça ne remplacera pas notre esprit critique, parce que tu en parlais tout à l'heure, à la fin, esprit critique. De savoir qu'on est dans le 90-10 ou 95-5, et qu'en tant qu'avocat ou en tant que juriste, on veut aller sur le 5% ou sur le 1%, parce que c'est ça qu'on va jouer.
Et le 1% est peut-être le 15% de demain, ou bon, je ne veux pas faire Jean-Claude Van Damme, mais vous voyez ce que je veux dire. J'y ai pas pensé. Hein, je n'ai pas besoin de me forcer beaucoup, je sais. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. C'est la prise de risque qui reste. Monsieur. Bonjour, Axel Saban, avocat à Paris. J'ai une petite question sur la question de la formation et de sens critique vis-à-vis de l'IA. C'est qu'aujourd'hui, on sait que l'IA est basée sur, enfin, produit des corrélations sur la base de données, de modèles qu'on entre, mais qu'en est-il d'un éventuel demain où les modèles de corrélation seront eux-mêmes créés par ces intelligences artificielles de manière spontanée, et comment réussir à se former et à être critique vis-à-vis de ces modèles compte tenu de l'ampleur et de la complexité de ces modèles de création spontanée? Oui, c'est une question extrêmement importante. On a parlé des biais, c'est sur les biais qu'il va falloir beaucoup travailler et sur toute la chaîne de valeur. Donc il va falloir que les personnes qui rentrent la donnée soient effectivement sensibilisées aux biais. Et c'est là aussi que les méthodes de formation traditionnelles, qui sont plutôt sur des méthodes cognitives, où on va faire comprendre aux gens, mais on ne va pas les faire passer à l'action, c'est là que les neurosciences vont prendre tout leur intérêt pour pouvoir justement permettre le fameux déclic. Et on va travailler sur ce qu'on appelle les groupes sur l'intelligence collective. Et on sait que l'intelligence collective n'est pas la somme des QI des gens qui en font partie, mais c'est la parité entre les femmes et les hommes qui va faire que le groupe est plus intelligent. Donc là, on a des vrais enjeux d'inclusivité sur tous ces sujets, comme sur tous les sujets de société, et notamment sur ce fameux arbitrage et cette fameuse prise de conscience par rapport à nos systèmes de valeurs et à ce qu'il faut accepter ou pas accepter. Aujourd'hui, dans notre société, on a un problème de curseur, et l'IA peut être un moyen aussi de le remettre en place. Mais d'où aussi l'importance du contrôle à toutes les étapes, parce que si on ne contrôle pas, les déviances sont importantes. J'ai reçu hier une étude venant des États-Unis qui nous dit que l'IA, et c'est vraiment la peur derrière la question, c'est que cette IA qui s'autogénère, eh bien, quand elle nous est rapportée à nous, eh bien, elle va nous faire changer, nous aussi, de comportement. Donc, si elle devient pire, nous allons devenir pire. D'où l'importance de réguler et d'être attentif avec tous les moyens possibles et imaginables, tels que ceux que nous, on essaye de mettre en place. Merci, Christina. On doit arrêter. Cette fois-ci, il n'y a plus de choix, il n'y a pas de voie de recours, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de cassation, il faut stopper. Donc, on arrête. En tout cas, il me reste à vous remercier. Pour ce que j'ai vu, c'était formidable.